j'ai des clients de ouf, nanana, vous inquiétez pas. Et non, donc, mais c'est incroyable, ton histoire, elle est juste extraordinaire, j'adore. Ah, bon, après, on parlera de crypto et tout, mais déjà, juste cette première partie, elle est juste extraordinaire. Tu as réussi à créer tout un écosystème, t'avais l'idée, et tu as créé tout l'écosystème en disant aux investisseurs, j'ai les clients, j'ai les produits, mais on va juste améliorer la machine. T'es parti voir les clients en disant, j'ai la machine, croyez en moi. Et t'as pris un stagiaire pour te faire une petite vitrine de ce que les gens pouvaient voir. Exactement, parce que je connaissais personne, en fait, j'avais zéro... Oui, bien sûr, réseau. Ouais. Je m'appelle Mohamed Bouclé, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance illimitée. Dans le podcast Connaissance illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Caroline Jurado. Si vous vous intéressez à la finance, à la crypto-monnaie, c'est sûr que vous l'avez déjà vu sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram. Elle a une des plus grandes newsletters en France sur ce sujet. Et aujourd'hui, on va parler de son parcours qui est inspirant et comment elle est partie de zéro pour être aujourd'hui une référence dans cette thématique. Bonjour Caroline, comment tu vas? Salut Mohamed, merci pour l'invitation. Je vais très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour l'anecdote, on devait tourner l'épisode il y a une semaine. Problématique d'agenda, je lui ai posé un lapin. Et elle a réussi. Alors, c'est pas une problématique d'agenda, c'est que c'était pas écrit dans mon agenda. C'est autre chose. Donc, je lui ai posé un lapin, mais elle a compris que c'était pas volontaire et donc elle a accepté de revenir. Et aujourd'hui, on va pouvoir passer 1 heure ensemble pour découvrir son parcours. Je t'ai présenté avec mes mots. J'aimerais bien que tu te présentes et que tu me dises un peu qui tu es. Ouais, carrément. Eh ben, écoute, je m'appelle Caro et ce que je fais, c'est que je rends les cryptos simples. Et donc, ça passe par plein de moyens, principalement une newsletter. Tu le disais tout à l'heure, c'est la plus grosse en France sur les cryptos. Et après, voilà, j'essaye d'aller toucher mon public sur plein d'autres supports, donc podcasts, livres, vidéos, voilà, tout ce que je trouve, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, ta mission, c'est uniquement de démocratiser sur les cryptos ou tu as également des formations, des choses où tu accompagnes des personnes sur ces thématiques-là? Alors, mon plan, c'est effectivement de rendre les cryptos simples auprès du plus grand nombre. Maintenant, la façon dont je gagne de l'argent, elle est multiple. Donc, ça va être, oui, d'un côté avec le sponsoring et de l'autre avec de la formation. D'accord. Et je suis sûr que tu as fait des études de finance. Absolument pas. Un bac plus 5, un MBA en finance, un truc comme ça, non? Absolument pas, non. J'ai fait une fac d'éco pourrie en spécialité ressources humaines. D'accord. Donc, ouais, t'es de Montpellier, si je me trompe pas. Exactement. Ouais. Et t'es encore à Montpellier, là? Non, je suis à Paris. Ah, ok. Je me suis dit, si t'étais à Montpellier, on aurait pu le faire en physique, on aurait tout annulé pour recommencer l'épisode. Donc, explique-nous un peu ton parcours, comment t'es passé d'une fac d'éco à Etherage, t'as monté une boîte, tu l'as revendue, tout ça pour te relancer dans la crypto. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Ouais, bien sûr. Eh ben, comme j'ai fait une fac pourrie, j'ai compris assez vite quand je suis arrivée à Paris. J'avais quand même des grands rêves de carrière, mais bon, j'avais pas trop d'idées de ce que ça voulait dire faire carrière. Je suis arrivée à Paris en espérant me faire recruter style chez, je sais pas moi, L'Oréal ou une très grosse boîte comme ça. Et donc personne voulait me recruter parce que personne connaissait ma fac. Et donc j'ai bossé dans une asso un peu parce que c'était les seuls qui acceptaient de me recruter. Enfin, c'était un petit peu genre j'avais besoin de gagner de l'argent, quoi. Okay. Et comme en fait au moment où je me suis rendu compte que je pourrais pas vraiment réaliser mes rêves de la façon traditionnelle que j'imaginais, à savoir me faire recruter puis être cadre dans une boîte, je sais pas quoi, c'est là que j'ai monté ma première boîte, moi. Mais un peu sur un coup de tête. Enfin, tu vois, je savais pas trop ce que je faisais. J'ai lâché mon job parce qu'en France, on a de la chance, on a droit au chômage. Donc, j'ai utilisé mon chômage pour lancer ma première boîte. Et tout s'est fait un petit peu. J'avais pas une grande vision, en fait. J'avais juste des envies de succès, et tout s'est un petit peu fait par, je sais pas, un mélange de travail et de coïncidence et de chance, quoi. C'était quoi c'était sur quoi? C'était quoi la thématique de ta première boîte? Ma première boîte, c'était un logiciel RH. D'accord. En gros, j'avais fait 3 ans dans une asso sur les ressources humaines.
Il se trouve que quelque temps avant de monter ma boîte, j'avais été amenée à faire ce qu'on appelle une enquête annuelle. C'est quand une boîte te demande de poser des questions à ses salariés sur toute la politique RH de la boîte. Et ensuite, tu prends 6 mois à les analyser, à leur restituer les résultats, et eux, ils prennent 6 mois à mettre en place des actions. Et je me disais que c'était archi débile ce truc-là, et que ça vaudrait vachement plus le coup de faire ça de manière beaucoup plus instantanée. Et donc, j'ai quitté ce que je faisais pour créer un espèce de logiciel qui permettait au RH de demander l'avis des collaborateurs de l'entreprise de manière très régulière. En gros, c'était ça le plan. Et donc, le plan, c'est, t'as arrêté de travailler dans l'assaut et tu t'es mis au chômage et t'as commencé à développer ça toute seule dans ton coin ou comment tu t'y es pris? Non, je suis pas développeuse, hein, j'ai jamais fait ce genre de choses. Non, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté une DRH que j'avais rencontrée dans mon job et je lui ai dit, écoute, c'était une DRH d'une boîte de 100 personnes. D'accord. Je lui ai dit, s'il te plaît, laisse-moi faire des enquêtes dans ton entreprise. Tu vas me dire toutes les questions que tu as envie de poser à tes collaborateurs. Et moi, j'ai développé un logiciel et je vais leur poser des questions pendant 1 mois. D'accord. Et c'était pas vrai. J'avais pas développé de logiciel. Et je lui ai dit, je te fais ça gratuitement, mais en échange, je te demande juste de dire que t'es ma cliente. Voilà. Et donc, moi, en fait, elle m'a filé les adresses mail de ses collabs. Et en fait, moi, je faisais tout à la main avec un fichier Excel, comme ça pendant 1 mois. Et donc après, je suis allée voir des entreprises en leur disant, j'ai un logiciel, j'ai une cliente, donnez-moi de l'argent pour qu'on travaille ensemble, quoi. Ok. Et donc, t'as eu tes premiers clients et c'est avec cet argent-là que t'as créé l'outil ou t'as fait comment? Non, pas du tout. En fait, j'ai recruté un stagiaire de l'école 42, donc un développeur, Ok. qui devait faire un stage non rémunéré pour valider un de ces trucs, qui me D'accord. l'a fait en fait gratuitement dans son stage. Ok. C'est un truc un peu pourri, tu vois, mais ça permettait de faire ça. Et du coup, j'ai réussi. Enfin, j'étais toujours au bord de la falaise, hein, parce que ça, c'est un truc en fait, je savais, je tenais tous les fils en même temps, et je me disais, s'il y en a un qui foire, tout s'arrête. D'accord. Donc, du coup, j'avais cet outil qui marchait un tout petit peu. J'avais des clients que j'ai réussi à avoir en leur disant, j'ai un outil qui marche super bien, nanana, nanana. On est une startup qui fait des trucs de ouf. Et en même temps, comme je savais que j'avais besoin de beaucoup plus d'argent que les pauvres chèques qu'on me proposait, j'ai levé des fonds auprès d'investisseurs en leur disant j'ai des clients de ouf, nanana, ne vous inquiétez pas. Et Non, donc, mais c'est incroyable, ton histoire, elle est juste extraordinaire, j'adore. Ah, donc après, on parlera de crypto et tout, Ouais. mais déjà, juste cette première partie, elle est juste extraordinaire. Tu as réussi à créer tout un écosystème, t'avais l'idée, et tu as créé tout l'écosystème en disant aux investisseurs, j'ai les clients, j'ai les produits, mais on va juste améliorer la machine. Ouais. Tu es parti voir les clients en disant, j'ai la machine, croyez en moi, et tu as pris un stagiaire pour te faire une petite vitrine de ce que les gens pouvaient voir. C'est ça. Donc en gros, c'était un petit peu ça. Mais même j'ai fait pire que ça. Hein. C'est que j'ai dealé avec une nana que j'avais rencontrée, un bureau dans un espace de coworking de start-up. En échange, je lui avais fait une enquête sur un truc sur lequel elle recherchait. Bref, je l'avais aidée sur un truc. Et elle m'avait donné 3 mois d'un bureau qu'elle n'arrivait pas à louer parce qu'il était trop pourri dans son espace de coworking. Donc moi, j'avais chopé ce truc-là et je traînais dans les couloirs pour parler aux autres startups et pour parce qu'en fait c'était un endroit où les investisseurs des startups allaient souvent les voir. Et moi je chopais les investisseurs dans les couloirs en leur disant ouais, j'ai le bureau là-bas, j'ai ma startup. Exactement, parce que je connaissais personne, en fait j'avais zéro oui, bien sûr. Réseau. Genre je connaissais personne et donc mon seul moyen de trouver de l'argent c'était de trouver des gens riches. D'accord. Pour investir. Et donc je leur parlais, je leur dis bah oui, on est une boîte de ouf, on vient de se lancer, nanana. Et c'est comme ça que j'ai fait ma levée de fonds en disant à chaque investisseur, tu connais pas d'autres investisseurs à qui tu pourrais présenter ce qu'on fait, nanana. Et indiscret, t'as réussi à lever combien? Si c'est indiscret, tu dis pas. Non, c'est pas indiscret. C'était rien du tout. La boîte a existé depuis 2 mois. On a levé 350 000 euros. Ah, c'est très bien. 350 000 euros à la boîte. Et t'as dilué combien de pourcents de ta boîte pour 350 000? Je me rappelle plus combien c'était. Tu restais majoritaire. Ah oui, j'ai dilué 10 ou 15%, un truc comme ça. Ah oui, donc t'as valorisé ta boîte à plus d'1 million d'euros. Même plus, parce que 350 000 euros pour... Non, parce que je remets dans le contexte pour les gens qui écoutent. Est-ce que, on va dire, si c'est 10% que t'as dilué, t'as donné 10% de ta boîte pour 350 000 euros, c'est comme si ta boîte, elle faisait 3,5 millions. N'importe quoi. Non, c'était comme si ma boîte, elle faisait... 10%. Elle avait une valeur à 3,5 millions pour 10%. Non, à 1 million, en fait. Si ta boîte, elle a une valeur de 3,5 millions, et que tu dilues 10%, ça équivaut à 350 000 euros.
Ça fait ça le calcul? Bah peut-être alors. Hein. Pour moi, c'est ça. Alors, je pense que c'est un calcul très simple, mais Franchement, je me rappelle plus. Mais ouais. ce qui est sûr, c'est que Quoi qu'il en soit, t'as réussi. n'importe quoi. T'as réussi à faire mieux que qui veut être mon associé quand les gens ils arrivent avec des boîtes, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont là, et toi t'as réussi. Et grâce à ça, alors parce que faut que les gens ils découvrent la finalité, parce que t'es pas parti avec cet argent pour ensuite aller faire le tour du monde. T'as développé. C'est grâce à tout ça et à ton audace que t'as pu développer ton application. Exactement. Du coup, j'ai vraiment pu recruter des gens. Entre l'argent levé plus l'argent que je gagnais en chiffre d'affaires, on a pu recruter 10 personnes. Donc voilà, en fait, c'était une petite équipe. La boîte tournait pendant 3 ans. J'ai dirigé cette boîte qui était rentable et qui fonctionnait. Ouais. D'accord. Parce que les gens s'arrêtent pas, parce que si on était passé à autre chose, les gens auraient dit elle a levé 350 000 euros, après elle est partie. Non. Ah bah non. non. Et après, je l'ai revendue, la boîte, surtout. Ouais, t'as revendu la boîte. Ouais. Ah ouais, et t'as fait un exit et c'est juste incroyable. Ton histoire, elle est juste, tu pourrais faire un film avec ton histoire. Le début de ton histoire, c'est incroyable. Mais toi qui es parti de zéro, comment tu fais pour manager 10 personnes? Comment t'as géré tout ça? Mais en plus, j'avais 26 ans à ce moment-là. Je savais pas ce que je faisais, quoi. C'était vraiment, disons que ah non, mais attends, d'abord, faut que je te raconte un truc parce que tu vas adorer sur la clôture de ma levée de fonds. Ok. Parce que je m'étais dit, ce truc-là, ça va pas. En fait, il faut que je signe rapidement ma levée de fonds parce que sinon ils vont capter tous que j'ai pas encore signé tous les clients, que c'est un truc bidon. Parce qu'en plus, normalement, on te demande tes comptes et tout, mais comme tu venais de créer ta boîte. Tout était très récent, donc en fait, je faisais des présentations, mais on était beaucoup sur. Bah là, je suis à 2 doigts de signer tel client, là, machin. Enfin, c'était très. Oui, enfin. C'est comme la spéculation, c'est on va voir, ça va arriver, mais Et donc moi, ce que j'avais fait, je m'étais dit, le seul moyen de les faire basculer, c'était donc j'avais commencé ça en septembre et je m'étais dit, il faut qu'avant Noël, donc à mi-décembre, je les ai tous signés parce qu'en fait, c'est des gens qui ont besoin de défiscaliser de l'argent, etc. Donc il faut que je les close avant Noël. Et donc j'avais mis une date à mi-décembre, je leur avais dit vous avez jusqu'au genre le 15 décembre ou un truc comme ça pour m'envoyer votre accord de OK, j'investis. Et j'avais dit le 15 décembre à 18h. D'accord. Et donc on arrive le 15 décembre à 18h. Moi toutes les semaines, je m'arrangeais pour leur envoyer les bonnes nouvelles, des nouveaux gens qui arrivaient, des nouveaux clients, des nouveaux machins. Bref, je faisais tout mon petit bordel pour essayer de clôturer ce truc-là. Et à 18h, il y a personne qui m'a envoyé l'argent. J'avais 7 investisseurs à qui j'avais présenté le truc. Personne n'a validé, personne n'a confirmé. Wow. Et donc là, je me dis, bah, OK, soit ta boîte, elle s'arrête demain, soit tu as 1 heure pour convertir 7 personnes. Donc, je m'enferme dans une salle, je les appelle tous un à un et je leur dis à tous la même chose. Je leur dis, écoute, ça y est, on a fini la levée. Mais par acquis de conscience, comme tu m'as pas donné de réponse, je t'appelle parce que t'es la dernière personne à ne pas avoir investi. Et donc du coup, vraiment, je veux pas te mettre la pression, mais je veux pas que tu passes à côté juste parce que t'as pas fait gaffe. Donc soit tu m'envoies là le mail dans l'heure et c'est bon, t'es compté dans le truc et on te garde ta place. Soit bah tant pis, c'est pas grave. Et je leur ai fait ça à tous et ils ont tous les 7 envoyé le mail dans l'heure, exactement. Waouh, juste incroyable. Mais tout ça leur a permis ils ont gagné de l'argent grâce à tout ça. Parce que la boîte a été rentable pendant 3 ans. Non, mais attends, ils ont gagné de l'argent. Enfin, tu sais, quand t'investis en start-up, ce que t'attends, c'est gagner beaucoup d'argent. Moi, ils ont récupéré leur mise et à peine un peu plus. Tu vois, c'est vraiment, ma boîte, c'était une petite boîte que j'ai revendue un peu, qui a permis, à chacun de pas trop perdre ses billes. Et puis voilà, mais j'ai pas fait une licorne, tu vois. T'as pas fait une licorne, mais un investisseur, il investit dans 10 boîtes, il y en a qu'une qui est rentable. Donc, c'est ça. Sur 10, oui, non, mais exactement. Pour lui, il est déjà très content d'avoir défiscalisé, d'avoir retrouvé son argent. Exactement. Mais oui. Donc, faut mettre les choses dans ce contexte parce qu'effectivement, t'as 1 personne sur 10 qui réussit. Et même des fois, là, dans ce contexte où on est actuellement, les investisseurs, tu peux investir dans 100 boîtes et t'en as qu'une qui cartonne. Mais oui, c'est clair. Bon. Donc, c'est juste extraordinaire. Et comment tu fais la bascule? Parce que pourquoi tu décides de vendre déjà? Parce que, en fait, j'étais épuisée. En fait, il s'est passé plusieurs choses en même temps. C'est que déjà, mon marché, quand je suis arrivée sur ce marché-là, il était très neuf. C'est-à-dire que les entreprises commençaient à peine à se dire, oh, bah oui, ça serait intéressant de demander l'avis des collaborateurs. Et il a énormément évolué en 3 ans ils avaient
beaucoup, beaucoup de besoins. Et à un moment donné, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'avais des clients et j'avais un produit. Et donc ça marchait. Mais pour que je passe sur les deuxième étape de fournir toutes les fonctionnalités qui étaient attendues pour faire ce que je voulais, il me fallait soit que tout d'un coup je me mette à exploser mes clients, mais pour avoir beaucoup d'argent pour pouvoir faire ça, soit que je lève énormément d'argent pour pouvoir staffer une équipe de dev beaucoup plus constante. Donc en fait, je sentais que là, la balance a été plus très bonne et que moi j'étais épuisée de faire ça. Donc c'était soit je levais des fonds, soit je revendais. Et avec tout ce que tu avais vécu, tu as préféré revendre et passer à autre chose? Je suis même pas vraiment passée à autre chose en fait, parce que au final, j'ai revendu au leader de mon marché et dans mon contrat de revente, j'avais 2 ans d'engagement dans la boîte. Donc du coup, j'ai dirigé un des services de cette boîte-là pendant 2 ans. Donc au final, c'était plutôt que j'avais plus la force de diriger ce truc-là toute seule. C'était beaucoup de manager 10 personnes, plus de gérer les investisseurs, plus les clients, plus les machins. Ça faisait beaucoup de choses pour finalement, j'étais encore une toute jeune femme qui savait pas trop dans quoi elle s'engageait. Ouais, parce que tu avais 26 ans et donc tu as fait la vente, tu avais 29 ans. Exactement. Ok. Et c'est à quelle période que tu fais le switch entre ok, je suis salarié, non, du moins, je suis chef d'entreprise, je redeviens salarié entre guillemets. Ouais, et horrible. là, ça c'est horrible. Ça, je pense que. Horrible. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que moi, j'ai vécu le salariat pendant 10 ans. Après, là, j'ai créé mes sociétés depuis 3 ans. Et effectivement, je me vois pas revenir. Et donc, comment tu as vécu ça? En fait, on dit jamais aux gens que si jamais ils revendent leur boîte, ils vont redevenir salariés. Enfin, si tu veux, moi, à ce moment-là, j'étais tellement contente de récupérer de l'argent, que tous mes salariés soient super bien accueillis dans la boîte, que tout ce truc-là, d'avoir fait un cycle complet, que je m'étais pas vraiment posé la question de ce qui allait se passer pour moi. Et donc, je suis devenue actionnaire, enfin, en partie, toute petite actionnaire de l'entreprise qui nous a racheté. Plus, je suis passée de CEO à directrice commerciale. D'accord. En gros, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, j'avais plus voix au chapitre sur le marketing, sur la prod, sur je sais pas quoi, et les gens n'avaient, enfin pas qu'ils en avaient rien à foutre, mais comme dans une entreprise quoi. Genre mon avis était entendu, mais si t'es pas d'accord, t'es pas d'accord quoi. Ouais. Et ça a été une petite mort pour moi. Enfin, j'ai eu 6 mois où j'ai reposé de toute la pression que j'avais eue, et ça m'a fait vraiment du bien. J'en avais besoin. Je pense que j'étais au bord du burn-out sur la fin de ma boîte précédente. Et ensuite, en fait, c'était juste une mort de l'intérieur pour moi, de plus être la décisionnaire finale, de plus faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. C'était tellement douloureux que, en fait, je me suis dit, ok, peut-être que diriger des startups, c'est pas vraiment ce qui me rend le plus heureuse, parce qu'il y a énormément de pression et il y a peu de créativité. C'est beaucoup de management et de gestion de crise, finalement. Mais être salarié d'une startup, c'est clairement pas fait pour moi. Il faut que tu trouves un autre compromis. Et donc, je suis partie. Mais au bout de tes 2 ans, t'as dû rester quand même 2 ans. C'est ce Mais même pas, j'en pouvais plus. Je suis partie au bout d'1 an et demi. Donc j'ai même pas. En fait, j'ai perdu beaucoup d'argent dans cette histoire-là aussi. Mais bon. Il fallait que tu restes 2 ans pour avoir la totalité de tes actions autres. C'est ça. Mais franchement, c'est pas grave, je m'en fous. À ce moment-là, ma santé mentale et mon avenir et toute l'énergie que j'avais envie de dépenser ailleurs, c'était plus important. T'as entièrement raison et ça c'est important parce que il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont des fois dans un emploi, ils travaillent, ils font un métier alimentaire et ils décident pas de partir parce qu'ils disent mais si je pars, je vais pas avoir ma prime, je vais pas avoir le chômage. Des personnes qui restent dans un métier parce que ils veulent pas avoir, ils peuvent pas avoir la rupture conventionnelle. Donc ils disent si je pars, je vais pas avoir mon chômage et je préfère mourir de l'intérieur dans un métier que j'aime pas plutôt que partir et recommencer de zéro et prendre un peu de risque. Oui, alors après, mon risque à moi, il était très modéré parce que au final, j'avais recumulé au chômage en étant salarié, j'avais gagné quand même pas mal d'argent dans cette histoire. Donc en fait, je prenais pas un risque j'avais une surface de charge fixe qui était très faible. Enfin, je comprends qu'il y a des gens qui sont dans des situations, moi c'était quand même confortable. Je comprends. Et donc tu te lances dans la crypto. À quel moment tu te lances dans la crypto? C'est en même temps que ça ou vraiment après? Non, en fait, quand je me barre, je monte un petit business qui tourne parce que histoire de quoi. Donc c'était un truc de j'accompagnais les CEO de start-up à la commercialisation de leurs produits SaaS. Parce que moi je le gérais vachement bien ce truc-là vu que je l'avais fait. Donc j'avais créé un petit truc qui tournait bien sur ça. Mais c'était juste histoire d'avoir un business qui tourne.
Mais ça m'éclatait pas. C'était genre, je capitalisais sur mes compétences et j'avais besoin d'un truc pour m'amuser. Petite pause pour te dire que si ce podcast te plaît, like et abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu. Et donc, ce que je m'étais dit, c'était, ça fait depuis plusieurs années que tu t'intéresses aux cryptos, que tu investis, que tu machin. En fait, je cherchais un sujet qui était vraiment juste une excuse pour m'exprimer sur quelque chose. Parce que ce que moi, je voulais tester, c'était le marketing en B2C. Parce que j'étais en B2B depuis que je m'étais lancée. Et donc, je me disais, putain, j'ai trop envie de créer une communauté, voir ce que c'est le marketing B2C, etc. Mais en même temps, j'ai mon petit business en B2B qui tourne tout seul. Donc, il faut que je trouve un moyen de faire ça qui vienne pas péter mon business. Et donc, j'ai dit, OK, tu vas partir sur ce nouveau réseau que personne n'utilise à part les jeunes, TikTok. Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. Et en fait, tout est parti de là. Ok, donc tu t'es mis sur TikTok et ça a explosé assez rapidement? Tout de suite. T'es passé à t'as combien d'abonnés là sur TikTok? J'en ai 130 000, un truc comme ça. D'accord. Mais en gros, mais en fait, moi, sur mon business actuel, il faut pas vraiment, disons que mes chiffres sont pas si intéressants que ça parce que on dirait que je suis indexée au prix du Bitcoin. Vraiment. Mais il y a aussi, je suis fatigué là. C'est aussi la qualité des gens parce que des fois, t'as des personnes qui disent oui, j'ai 1 million d'abonnés. Des fois, il vaut mieux avoir 100 000 abonnés, mais qualitatifs, ou 15 000, 20 000, 30 000 qualitatifs que 1 million de personnes qui sont pas forcément la cible et des personnes que tu veux. En fait, moi, je m'en foutais de tout ça. À ce moment-là, je cherchais juste un moyen d'exprimer ma créativité et de tester de nouvelles choses. Et pour moi, les seuls chiffres qui comptent, c'est pas vraiment mes abonnés sur les réseaux ou mes vues, etc. C'est la newsletter. D'accord. Parce que la newsletter, c'est quand même un médium sur lequel j'écris un texte qui prend 10 minutes à lire. D'accord. Tous les lundis. Et que depuis que je l'ai créé, donc ça fait 2 ans et demi maintenant, j'ai toujours plus de 70% d'ouverture. C'est ça qui m'importe. C'est que 70% de taux d'ouverture en mail. Ouais. C'est vraiment top. Et donc là, j'ai 64 000 abonnés. Okay. Et mon taux d'ouverture n'a jamais baissé. Et c'est ça qui m'importe, moi. C'est de savoir que les gens que j'amène avec moi, ils restent avec moi dans la durée et qu'ils vont prendre 10 minutes de leur putain de temps tous les lundis pour me lire. D'accord. Et peut-être que newsletter, on mettra le lien de la newsletter sous l'épisode pour que les gens puissent s'inscrire à ta newsletter et qu'ils puissent découvrir ce que tu proposes tous les lundis. Qu'est-ce que tu partages sur cette newsletter et c'est quoi tes sujets de prédilection? En gros, le but de la newsletter, c'est que les gens apprennent des choses sur l'écosystème global des cryptos pour comprendre ça. Et donc, en général, j'ai juste une petite intro. Si j'ai un sponsor, il est en haut de la newsletter. Ensuite, je fais un point sur l'état du marché crypto de la semaine. Et ensuite, je fais un article de fond qui prend peut-être 7-8 minutes à lire. Et là-dedans, j'explique un truc que j'ai envie d'expliquer sur le marché des cryptos. Donc c'est mon espace de créativité. Et tu parles uniquement de crypto ou alors déjà pour recontextualiser pour les gens qui découvrent ça. Alors si la personne découvre la crypto, faut qu'elle sorte de sa grotte. Mais est-ce que tu nous parlais un peu de qu'est-ce que la crypto, le Bitcoin, tout ça, tous ces points-là, assez rapidement, de manière simple, pour que les gens, pour recontextualiser, après on va... Oui. En gros, la crypto, c'est une forme de monnaie qui va être totalement digitale, qui vient se positionner comme alternative aux monnaies qu'on dit fiat, ça veut dire qu'elles sont créées par l'État, c'est celle qu'on utilise, donc l'euro, le dollar, tout ça. C'est une monnaie qui n'existe qu'en ligne, qui n'a pas besoin en fait d'un intermédiaire pour être utilisée, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'avoir une banque pour conserver ton argent ou pour l'envoyer. Donc ça c'est ça, et surtout qu'il y a l'avantage et l'inconvénient de ne pas avoir un prix qui est fixe, c'est un prix qui dépend du marché, c'est-à-dire que plus de gens veulent d'une crypto, plus son prix augmente, plus de gens vendent d'une crypto, donc n'en veulent pas, plus son prix diminue. Donc c'est un marché qui est fluctuant et qui se passe d'intermédiaires comme l'État ou les banques. D'accord. Et il y a une crypto qui est la crypto historique. Exactement. La crypto la plus connue dans le monde, c'est le Bitcoin. C'est la première des cryptos qui a été créée, qui se pose vraiment comme une alternative aux monnaies d'État. Et après, il existe des milliers et des milliers de cryptos. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est tout un écosystème à comprendre. Mais chaque crypto, plus ou moins, va avoir sa valeur, son intérêt, son usage ou pas d'ailleurs. Et donc c'est un marché. Je dirais, moi, je compare souvent le marché des cryptos au marché des startups.
Genre vraiment, il y a à boire et à manger dedans. Il y a moyen de gagner plein d'argent. Il y a moyen d'en perdre beaucoup. Il y a beaucoup d'innovation. Et voilà. Et est-ce que tu penses que c'est important aujourd'hui, une personne qui connaît pas la crypto ou qui a pas de Bitcoin, est-ce que tu penses que c'est important d'aller investir dans ce type de monnaie alternative, comme investir dans la bourse ou autre? Bah, pour moi, c'est une façon supplémentaire de gagner de l'argent, de prévoir son avenir, une retraite ou un projet quelconque. Et pour moi, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Avoir juste son salaire, c'est risqué. Il faut avoir plusieurs possibilités de gagner de l'argent pour être indépendant et pour être libre. Donc oui, moi je trouve que c'est un truc important. Pour le coup, moi je l'ai vécu à titre personnel parce que quand je squattais dans mon espace de coworking, il y avait des petits start-upers à côté de moi qui étaient en train de foirer leur boîte et je les prenais pour des nazes parce qu'ils faisaient rien de leur journée à part me parler de crypto. Et je les prenais vraiment pour des nazes. Et ben eux, à date, ils sont plus riches que moi parce que ils ont investi plus tôt, ils ont pas eu peur, d'une bonne manière, etc. Donc du coup, c'est quand même un secteur sur lequel on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour gagner beaucoup d'argent. On peut rééquilibrer, quelque part, on peut rattraper le départ qu'on a eu dans la vie à des moments. Donc je trouve que c'est bête de pas s'y intéresser en tout cas. Et on peut commencer à investir à partir de combien? Bah tu peux avec 10 euros, tu peux investir. Hein. Ouais, donc tu vas sur quoi? Sur Binance, forcément, pour ceux qui connaissent pas, ou d'autres plateformes. Ouais, ceux qui connaissent pas, ils peuvent aller plutôt sur Coinbase parce que c'est pas mal, c'est spécialisé pour les débutants, c'est hyper sécurisé. D'accord. Et investir, ouais, mais bon, faut pas faire ça faut pas faire ça n'importe comment, quoi. Il y a plein de choses à apprendre avant. Ouais, il y a plein de choses à apprendre et c'est ce que tu partages dans ta newsletter. En fait, dans la newsletter, j'explique, je permets de comprendre comment fonctionne un peu l'écosystème. C'est pas une newsletter d'investissement, c'est une newsletter de vulgarisation. Après, voilà, il y a des choses. J'ai une formation dont je te parlais au tout début. C'est une formation genre comment est-ce que tu apprends à investir quand t'es débutant en crypto. C'est vraiment pas à pas tous les trucs qu'il faut faire. Mais ça, c'est pas quelque chose qui s'adresse au grand public. Tu vois, par newsletter, c'est trop risqué de donner des informations de ce type-là si les personnes elles peuvent pas avoir toutes les informations au même endroit. Ouais, effectivement, il faut mieux avoir le pas à pas, regarder le contenu vidéo par vidéo et autres. Et moi, quand on parle de crypto et autres, j'ai toujours ça en tête. Je me dis, mais comment tu prends la décision de vendre ou d'acheter, sachant que aujourd'hui, surtout, on va dire, le Bitcoin, il y a 6 mois, il était à 15 000, là, il est à 30 000, il a fait quasi, ou je sais 40 000. Il a 40 000, il monte à 40, d'accord. Oui. Donc alors qu'il y a un an, il était à 15 et que tout le monde disait que c'était la fin. Donc là, il est reparti à la hausse. Comment tu prends ces décisions de dire, je vais investir, ou là, faut que je vende parce que ça va redescendre? Comment tu fonctionnes, toi? C'est-à-dire que moi, je connais parfaitement les marchés crypto. Donc, j'ai analysé 10 ans de fluctuation des marchés. Je sais exactement à quel prix j'achète, à quel prix je vends, quels sont les éléments qui impactent les prix des cryptos, qu'est-ce qui peut se passer. Enfin, maintenant, j'ai un niveau de connaissance tellement grand sur ce marché-là que, oui, en fait, ce qui se passe en ce moment et ce qui s'est passé il y a un an sur le Bitcoin à 16 000 et puis aujourd'hui à 40 000, c'est des choses qui étaient totalement prévisibles étant donné ce qui se passait sur les marchés et qui respectaient toujours un cycle qui jusqu'à présent s'est toujours répété. Donc, pour moi, c'est pas vraiment c'est des choses que je sais, de savoir à quel prix j'achète, à quel prix je vends. Pour que les gens sachent, il faut qu'ils fassent leur propre plan d'investissement. Quand tu choisis des cryptos dans lesquels tu investis, tu dois savoir à quel prix tu veux les acheter, à quel prix tu veux les vendre. Et ça se détermine de plein de manières, mais que je peux pas vraiment expliquer ici. Ça demande beaucoup de temps. Parce que souvent, les gens nous parlent du DCA, de mettre tous les mois un petit montant, toujours la même chiffre et tout. Est-ce que c'est des trucs que toi, tu conseilles également ou pas? Mais je peux pas, c'est un peu comme, ça dépend en fait. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de... Ouais. Quand il est à 70 000, c'est pas forcément le moment de faire ton dessert. Non, mais moi, je fais pas ça, de toute façon. D'accord. Moi, en fait, j'ai un prix moyen sur l'année, il y a des périodes qui sont bonnes pour investir et des périodes qui sont bonnes pour prendre des bénéfices en crypto déjà. Donc, en fait, quand t'es dans une période qui est bonne pour investir, c'est une bonne idée de faire un DCA. Mais à partir du moment où tu connais le prix moyen auquel tu veux l'acheter, et puis en fait, tu vas l'atteindre facilement en faisant un DCA, mais c'est même pas exactement ce que moi je fais parce que moi j'achète au meilleur prix, j'ai de la trésorerie pour investir tout à un moment donné.
Ça dépend beaucoup de critères, en fait. Et le facteur de la personne. Ok. Je vais revenir un peu sur ton parcours, sur cette partie-là, cette thématique, parce que tu t'es lancé dans une thématique qui était peu connue et t'as percé sur cette partie qui est de la crypto. Mais c'était quoi ton plan? Tu te dis, je vais me mettre sur TikTok. Exemple, moi, j'ai une thématique, je pars de zéro. Cette thématique est peu connue, ou elle est connue, mais elle a peut-être un peu décrié, ou il y a mille et une raisons. Comment toi, tu t'y es pris pour te dire, vas-y, est-ce que tu avais un plan, ou avec le recul, comment une personne qui part de zéro, elle doit faire? Ouais, bah, je peux te dire ce qui s'est passé pour moi. Néanmoins, j'avais pas de plan du tout. Mais, mais je pense qu'il y a pas grand-chose que je changerais si je retournais à ce moment-là. En gros, moi, c'était une thématique qui était quand même très connue, qui était beaucoup. Enfin, il y avait beaucoup de créateurs de contenu sur le sujet, mais c'était ce sont encore aujourd'hui des créateurs de contenu qui sont très similaires. C'est beaucoup des garçons qui se ressemblent, qui parlent de la même manière, très tech, très underground, très voilà. Et moi, ce que j'ai apporté sur ce sujet-là, c'est que j'ai adressé une cible qui n'était pas adressée. À savoir, quand moi, je m'intéressais aux cryptos, je détestais tous les créateurs de contenu qu'il y avait sur le sujet. Je sentais bien que c'était pas fait pour moi, que j'étais pas visée, et que c'était pas la manière dont j'avais envie qu'on me parle, voilà. Et donc, je me suis dit, OK, Caro, tu vas créer du contenu pour la Caro d'il y a 5 ans. D'accord. Et donc, tous les trucs qui sont importants pour moi, bah, je les ai repris comme éléments de différenciation. Et donc, c'est comme ça que moi, je me suis positionnée par rapport à ce qui existait déjà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé du contenu pendant 1 mois sur TikTok. Ça a tout de suite pris. D'accord. Et on me posait des tonnes de questions sur les cryptos. Donc, je me suis dit que la meilleure façon de répondre aux gens, c'était d'écrire une newsletter. Parce qu'en fait, tu peux pas expliquer de la crypto en 30 secondes entre 2 vidéos de chaton. Tu peux faire des vidéos putaclic, tu peux créer de l'intérêt, mais tu peux pas expliquer des vrais trucs. Et donc, j'ai dit aux gens, OK, si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma newsletter. J'utilise un outil qui est gratuit. Et puis, toutes les semaines, je répondrai à une grande question de la crypto. D'accord. Et à partir... Oui? Vas-y, continue. Ben, en fait, à partir de là, dans chacune de mes vidéos que je postais, je disais, si ça t'intéresse, il y a ma newsletter, elle est gratuite. Et en 6 mois, bah, c'est devenu la plus grosse en France, quoi. En 6 mois, t'es passé de zéro à combien de personnes? En 6 mois, je pense que je passais de 0 à 30 000. Wow. Et ensuite de 30 000 à 60 000. Et là, je suis à 64 000. En fait, toute cette année-là, par exemple, avec les cryptos très basses, j'ai fait une croissance beaucoup plus faible. Oui, bien sûr. Les gens s'intéressent plus. Et voilà. Les gens s'intéressent pas. Et même ceux qui étaient abonnés, peut-être se désabonnent parce que, en vrai, ça les intéresse plus. Ils disent, je vais plus investir et autres. Ah. Et donc, t'es plus tu es dans du maintien que plutôt que de la croissance. Exactement. Comme tu disais tout début, là que ça repart. Là, c'est en train de repartir. Tu vas voir que tes réels, ils vont commencer à faire plus de vues. Tout le monde va commencer à se réintéresser à tout ça. Je suis je suis vraiment, en fait, mon entreprise fonctionne comme les entreprises de la crypto. Et les entreprises de la crypto, elles ont l'habitude. En crypto, on est en cycle, on fonctionne en cycle. Et donc, il y a les cycles, il y a les phases d'hypercroissance du marché. Dans ce cas-là, tout est tourné vers l'acquisition. Et il y a les phases de consolidation du marché, tout le monde s'en branle. Et là, tout est tourné sur améliorer tous tes process et faire en sorte de soutenir la prochaine phase de croissance. Et donc, moi, je fais pareil. Et donc là, tu es dans une phase de croissance. On est dans une phase de croissance aujourd'hui. Non, pas encore. D'accord. Pourtant, on n'est pas encore dans une phase de croissance. Non. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est pas... Bah, c'est pas indiscret. C'est juste que je connais les marchés crypto. Et en fait, quand on est en phase de croissance, on est en phase d'hyper-croissance en crypto. C'est-à-dire que là, tant que le Bitcoin, il a pas atteint son dernier prix qu'il avait quand on était en phase de croissance la dernière fois, on n'y est pas encore. Pour l'instant... tant qu'on n'a pas dépassé les 64 ou 60, je sais plus 69. Ah oui, donc dès qu'on dépasse les 70, les gens disent oh, là on est dans l'hypercroissance et là ça va faire un peu... C'est ça, c'est-à-dire que là entre les 40 et les 60, on va être en phase de croissance, mais ça sera pas... En fait, à chaque nouvelle phase de croissance des cryptos, il y a plus de personnes qui n'ont jamais investi en crypto que de personnes qui ont déjà investi. C'est ça qui est intéressant pour moi. D'accord. Et ces nouvelles personnes-là, parce qu'elles ont besoin de comprendre ce qui se passe. Et donc, moi, tant qu'on intéresse des gens qui sont déjà intéressés par la crypto, ben, je fais pas de croissance. Ok. Et tu as choisi de diversifier parce que tu étais sur TikTok, c'est là que tu as commencé. Et après, tu es passé sur Insta. Tu es sur YouTube également ou pas? Ouais, mais très peu. Et beaucoup sur LinkedIn, je crois. Ouais, exactement. En gros, mes réseaux, c'est TikTok, Instagram, YouTube très peu et LinkedIn.
Et comment tu fais le même contenu dans les 3 plateformes ou Non. comment tu fonctionnes? Enfin, sur mes vidéos courtes, je les poste sur les 3 plateformes. D'accord. Et TikTok, Instagram. Sur Instagram, en fait, c'est là que j'ai ma communauté la plus engagée parce que je fais des stories, je parle avec eux en DM, etc. Sur LinkedIn, je vais pas parler de crypto, par exemple. Je parle plutôt d'entrepreneuriat ou je prends des positions sur des sujets qui m'importent, quoi. D'accord. Et voilà, quoi. Et après, la newsletter. Ok. Et pendant cette période, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans? 2 ans? 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. Quelle a été ta plus grosse difficulté pendant ces 2 ans et demi de fait de repartir de zéro? C'est quoi? Ça a été l'acquisition? Ça a été... Non, mais par contre, si j'ai eu une grosse difficulté à un moment, c'est à la fin de l'année dernière, Mhm. quand il y a eu une très très grosse entreprise du marché de la crypto qui a crashé, Ouais. et que toutes les boîtes à ce moment-là, mon seul modèle de revenu, c'était un modèle média, c'est-à-dire que c'était de la pub. Ok. Et à ce moment-là, toutes les entreprises de la crypto ont dit on n'a plus de budget pub. Et là, pendant 3 mois, j'ai signé aucun contrat. Et je me suis dit, ah waouh, j'ai qu'une seule source de revenus, je suis une énorme bisu parce que je me suis jamais posé la question. D'accord. Ben oui, ben forcément, parce que toi, tu fonctionnais uniquement à mettre en avant du sponsoring. Voilà, exactement, que de la pub. Et pendant 3 mois, je signe rien et je me dis, oh waouh, je suis Ben foutue. oui. Je suis foutue. Et c'est là que j'ai eu l'idée de diversifier mes revenus parce que je suis un petit génie. Et donc, j'ai créé une formation que je vends en direct à ma communauté qui fait que du coup, en fait, j'ai une balance entre les revenus publicitaires et les revenus liés à ça. Ce qui est fou, c'est parce que l'enseignement que tu nous as donné au tout début, qui était ne pas avoir qu'une seule source de revenus, diversifier son argent, donc avoir son salaire, mais diversifier avec la bourse, la crypto et autres, c'est exactement ce que tu as appris sur le terrain. Tu as réappris parce que... Ah ouais, mais exactement. J'étais là, genre, mais que se passe-t-il en fait? Je comprenais pas. Mais tout comme un salarié qui gagne très bien sa vie, Oui. il va pas se poser de questions jusqu'à temps qu'il se fasse virer et qu'il ait plus rien. Et ben moi, c'était ça, je gagnais très bien ma vie, je me posais pas ce genre de questions. Et toi, tu te disais comment je fais pour développer encore plus de partenariats, avoir plus de clients, trouver d'autres acteurs qui vont vouloir venir sur ma newsletter, plutôt que comment ça se passe s'il n'y a plus de newsletter. C'est ça. Oh, super. Et tu as réussi à rebondir assez rapidement? Bah ouais, du coup, donc pendant 3 mois à fin de l'année, donc je signe rien. Heureusement, début d'année, je signe quand même quelques contrats qui me permettent d'avoir un peu de trésor et tout. Puis de toute façon, j'avais gagné beaucoup d'argent avant, donc j'avais de la trésor, c'était pas archi grave, mais bon, je savais que voilà. Et du coup, j'ai sorti en janvier, février, mars, ouais, c'est ça. En avril, j'ai sorti ma formation. Enfin, j'ai commencé à commercialiser ma formation. Avril 2023. Ouais. Ce qui est incroyable dans tout ton parcours, c'est l'impression que c'est la résilience et la capacité à rebondir. Ouais. Je sais pas, est-ce que tu l'as conscientisé ça ou pas? En fait, comme je fais pas vraiment de plan, je saisis des opportunités, j'ai des intuitions, des idées, mais j'ai pas un grand plan de succès. C'est plutôt genre, je m'adapte aux événements et j'essaye de trouver des solutions à chaque fois, quoi. Donc oui, c'est de la résilience, c'est clair. Et c'est quoi ta plus grande fierté par rapport à tout ça? Eh ben, ma plus grande fierté, franchement, je pense que c'est la newsletter parce que c'est quelque chose dont je suis hyper fière, en fait, de réussir à ce que les gens s'intéressent toujours à ce que je raconte, d'avoir l'impression de faire des choses différentes, des choses dont j'ai envie de parler, de la manière dont j'ai envie de parler. Donc, je dirais que c'est ça. D'accord. Ah, je vais m'inscrire à la newsletter. J'étais pas encore inscrit. Tu me redonneras le lien, on le mettra sous le podcast, comme ça, on pourra Après, s'inspirer. je peux te donner un petit hack d'ouverture. D'accord. Le taux d'ouverture, c'est que ce que je fais dans ma newsletter, mais maintenant j'ai vu que tout le monde le faisait, donc je pense que ça a inspiré pas mal de gens, c'est qu'en fait, en introduction de ma newsletter, je mets toujours un gif de là où je me situe, là où je suis, donc de moi, et là où je suis au moment où j'écris la newsletter. Ce qui fait que, en fait, je me suis dit, les gens, ils me voient sur les réseaux sociaux, ils voient ma gueule tout le temps, derrière, ils vont lire un mail, je veux qu'ils aient encore l'impression que c'est moi, l'humain Caro, qui leur parle, c'est pas un mail bidon d'une entreprise ou j'en sais rien, tu vois. Donc je fais ça et je sais que les gens ils adorent savoir où je suis, qu'est-ce que je fais et me voir. J'ai fait les gifs. Donc donc tous ceux qui écoutent le podcast et qui sont inscrits à ma newsletter, vous allez voir un gif dans la prochaine newsletter. On va mettre en application directement. Mais après, si les gifs ça te fait chier, tu peux faire une photo, tu vois. Il y en a plein qui font des photos. Mais le point, c'est surtout que ce que les gens aiment, c'est les choses qui sont toujours les mêmes, mais qui changent à chaque fois. Et donc savoir qu'à chaque fois ils vont savoir où je suis. Mais ils savent pas à l'avance, en fait, où est-ce que je suis, ce que je leur dis, à quoi je ressemble, machin. C'est ça qui fait
qui crée un attachement en fait et un intérêt. Bon, le problème, c'est que je suis toujours dans mon bureau ici, donc ils vont toujours me voir moi derrière mon bureau. Ah Ils vont oui, dire, on a marre de cette photo là, c'est toujours la même. tu nous saoules. Tu nous saoules, t'es toujours avec ton bureau et tes livres derrière là, ça me convient plus. Ok, donc ouais, donc c'est incroyable, j'adore. Et parce que t'as aussi écrit un livre, même deux, si je me trompe pas. Ouais. T'en as un qui est sorti il y a pas longtemps. Oui, d'ailleurs, il est déjà best-seller, je suis trop contente. C'était avec les éditions Hachette. Il est sorti quand? Il est sorti en... Putain, je sais même plus, en mai ou en juin? Juin, donc t'as déjà dépassé les 10 000 exemplaires vendus. Ouais, je suis à 12 ou 14 000 là. Wow, félicitations. Merci. Félicitations. C'est, je crois que c'est Caro 3.0, quelque chose comme... Alors, comment ça s'appelle exactement? Non, c'est... Alors, attends, je vais te le chercher. Il faut le montrer, ouais. Ouais. C'est gagner de l'argent dans le Web 3 ou pas. Ah oui. Et après, voilà, exactement, gagner de l'argent dans le 3 ou pas. Ok. On le retrouve dans toutes les librairies de France, partout. Ouais, exactement. Dans toutes les Fnac de France, je sais, mais je sais pas si elle est dans toutes les librairies. D'accord. Ouais, j'ai vu tout à l'heure quand j'ai regardé un peu, j'ai vu qu'il était à la Fnac, Cultura. J'ai vu qu'il était à Ouais. Cultura également. Donc il est, et je pense bien sûr sur Amazon, on pourra y arriver. Alors on arrive sur la fin parce qu'on a déjà abordé énormément de sujets. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder qu'on n'a pas encore abordé? Non? Super, ok. Et la question que je pose toujours à mes invités, si on est encore jeune, mais si tu avais la Caro ado, Ouais. la Caroline, je me suis permis de t'appeler Caro, mais si tu avais la Caroline ado devant toi et tu voulais lui donner un enseignement, lui partager quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? À chaque fois qu'on me dit ça, j'ai envie de répondre un truc, mais ça fonctionne pas. Je dirais genre, Caro, investis dans le Bitcoin. Ah bah si, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne pas? Oui, ça C'est-à-dire fonctionne. que je sais que l'objectif de la question, c'est de faire en sorte de tirer un enseignement utile pour les auditeurs actuels du podcast. Et genre, Bah oui, mais il est utile, hein. Il est utile parce que c'est investi dans la Bitcoin. Donc bah, forcément, il y a 15 ans, si on avait investi, ou il y a 10, ouais, il y a 15 ans. alors, ça n'existait pas encore il y a 15 ans, mais j'aurais dit, Caro, réveille-toi. Il y a un truc qui va exister, ça s'appelait le Bitcoin. Et dès que ça existe, mais tout l'argent de poche que tu as dessus, tu deviendras milliardaire. En plus, c'est vrai, hein, parce que avec tout l'argent de poche, ne serait-ce que 100 euros, Ah, mais oui. 100 euros à l'époque, t'es millionnaire aujourd'hui. Hein. Mais t'es pas millionnaire, t'es milliardaire. Hein. Ouais. Ah oui, on n'est pas sur... Oui, non, ouais, t'es... C'est juste incroyable. Parfait. Ou on n'achète surtout pas des parts de pizza avec avec les bitcoins que tu vas acheter parce que crois-moi, dans le futur, ça va valoir de l'or. Ça va valoir de l'or. Ok. Bah, merci beaucoup, Caro, plaisir. pour tous ces partages, ton énergie et tout ce que tu t'as pu nous partager. Comme je l'ai dit, on mettra sous l'épisode la newsletter de Caro. On mettra également le lien vers son livre, le dernier livre qu'elle a sorti. Comme ça, vous pourrez l'acheter et pouvoir surtout apprendre des choses sur ce sujet qui est super intéressant. Je vous invite vraiment à aller lire si vous connaissez pas, ou même si vous connaissez, parce que il faut se diversifier et il faut ouvrir et surtout ouvrir son esprit à plein de thématiques différentes. Et c'est une thématique plus tôt on l'apprend, plus tôt on se forme sur ces sujets-là, plus ça nous sert dans le long terme. Je vous invite vraiment à partager l'épisode à un maximum de gens, nous mettre en commentaire sur YouTube ce que vous avez appris, bien sûr, et sur Apple Podcast, nous mettre 5 étoiles. Et comme je le dis toujours, je suis, tu es, nous sommes tous illimités. Et encore, merci Caro d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à toi.